La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons l'écoute du livre 5. Spiritualité. Chapitre 5. Inconscience sportive. Comment un sportif hors norme peut-il transgresser les règles déontologiques de son sport et de son métier? Une simple arnaque sportive. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Un sportif de haut niveau, professionnel ou amateur, représente souvent, à lui seul, une grande entreprise économique. Autour de lui gravitent des marques, des moyens d'information, des managers, des personnes du corps médical. Il peut gagner et faire gagner beaucoup d'argent. Aussi, l'équipe d'encadrement est-elle parfaitement sélectionnée. Il peut réussir à obtenir des appuis, au plus haut niveau sportif et même politique, d'un pays. Des conflits d'intérêts économiques sont habilement établis, afin d'asseoir la notoriété du sportif et de son équipe. Il se retrouve rapidement, surpuissant, dans tous les sens du terme. L'extravagance des exploits d'un sportif hors norme, l'auréole d'une couronne apparemment indestructible. Alors tout lui apparaît permis. Il peut faire régner la terreur et la loi de l'omerta. Il peut faire imposer le silence, à qui tenterait de démontrer que les exploits obtenus ne semblent pas naturels. Tout l'univers qui gravite autour de lui est parfaitement conscient des soupçons qui entourent ses exploits, mais les complicités sont toutes puissantes. Il convient également de faire semblant de ne pas voir, de ne pas savoir et surtout de ne rien dire. Il s'agit, avant tout, de conserver en l'état la poule aux œufs d'or. Alors les plus hautes instances sportives, du sport considéré, n'hésitent pas à tricher, si nécessaire. Des journalistes trop prévenants sont mis sur liste rouge et simplement écartés du milieu. Le chantage y est également organisé. Toutes les influences sont utilisées jusqu'à la corruption et l'association de malfaiteurs. Les tactiques utilisées sont tout simplement celles utilisées par les groupements mafieux. Il y faut aussi des complicités dans les plus hautes instances sportives nationales et internationales. Jusqu'au jour où avez-vous pris des produits pharmaceutiques détournés de leur objectif thérapeutique pour améliorer vos performances sportives? Oui. Mais, pour parvenir à un tel aveu, un rapport de 1000 pages aurait été indispensable, après 6 mois d'investigation. Plusieurs dizaines de témoins ont dû être auditionnés. Il a fallu obtenir et recueillir les dépositions des anciens coéquipiers. Toutefois, aucun complice ne sera inquiété et aucun nom ne sera dévoilé, seulement quelques suspicions. Les responsables des événements sportifs, eux, ne savent pas. Ils ne sont au courant de rien. Seule l'ampleur de chaque événement, par sa médiatisation et ses conséquences en rentabilité pécuniaire, compte. Les intérêts économiques passent avant toute autre considération. Alors, bien évidemment, les responsables prennent le prétexte de l'engouement et de la ferveur des spectateurs et surtout ceux des téléspectateurs. D'énormes montants de transactions sont versés pour pouvoir obtenir les droits de transmission. Sur le plan financier, cet événement sportif est venu confirmer l'excellente santé de l'épreuve sportive, en très forte hausse par rapport à l'édition précédente. À partir de l'avènement du sportif incriminé, le chiffre d'affaires d'un événement aurait connu une progression constante, pour passer de 50 millions d'euros à 77 millions d'euros en 7 ans, soit une rentabilité assurée par ce sportif de plus de 50%. Il est facile de comprendre qu'il puisse y avoir autant de dissimulation. Qu'en est-il de la santé des sportifs? Qui sont les complices? Les performances étaient pourtant considérées comme très inquiétantes, très préoccupantes et particulièrement indécentes. L'annonce de la fin de sa carrière aurait été un soulagement. Le bilan est grave, avec 7 années de règne et de triche, sur l'un des sports les plus populaires au monde.
Cependant, ce qui doit passer avant toute autre considération, ce sont les réseaux de vente des marques qui gravitent autour du sport et qui font des marges considérables grâce à lui. Alors toutes les précautions auraient été prises par tous les membres de l'équipe, qui savaient très bien qu'il était susceptible qu'il soit surveillé. Tout était mis en œuvre pour que cette équipe soit la plus rentable possible dans tous les domaines envisageables, y compris, indirectement, pour celui de la santé. Tout y aurait été organisé d'une façon scientifique et économique. Les complicités étaient internationales, y compris dans le milieu médical qui utilisait des compétences particulières, jusqu'à l'utilisation d'un laboratoire ambulant, avec toutes les précautions d'usage. Un protocole et un suivi quasi scientifique étaient mis en place pour toute l'équipe. Des produits médicamenteux, très efficaces, n'auraient été utilisés qu'avec la certitude d'une impossibilité de leur détection. Ce sont des millions d'euros qui étaient en jeu. Tous les moyens coercitifs étaient mis en œuvre pour pouvoir maintenir le silence, par un fonctionnement mafieux de l'organisation. Où est la responsabilité du sportif, dopé, qui se retrouve face à une machine économique impitoyable? Doit-il rester le seul puni d'un système où les complicités sont multiples? Il s'agit, en fait, d'un modèle qui impose sa loi et où le sportif n'a pas d'autre alternative que de suivre les injonctions sous-jacentes d'un pouvoir économique sans scrupules. Dans le cas contraire, s'il s'y oppose, le sportif n'existera plus. Son sort de sportif de haut niveau rejoindra celui des anonymes. Ses perspectives de carrière seront irrémédiablement anéanties. Pour celui qui oserait révéler les pratiques qu'il a constatées et qu'il désapprouve, celui-là deviendra vite un paria qui a transgressé les règles établies. Les conséquences en seront irrémédiables. Qu'en est-il alors de sa conscience? Inconscience collective. Il y aurait des organisations collectives et industrielles coordonnées par des États. Parce que le sport y montrerait une image positive d'un pays, des systèmes de santé et de régulation du sport y sont particulièrement performants. La corruption faciliterait de telles pratiques. Les dérives sont tellement importantes que le sport de haut niveau serait actuellement considéré comme l'école de la triche. La course aux podiums et de ses valorisations oblige à l'aboutissement de ces dérives. L'aboutissement en serait une médicalisation des performances. On appellerait cela une préparation médicale. Certains médicaments resteraient encore indécelables au contrôle, parce qu'ils permettent une fabrication naturelle, par le corps, d'androgènes et de corticoïdes. La dérive consisterait aussi à passer de la présomption d'innocence, qui est la règle communément admise pour tous les échelons de la société, à une suspicion légitime, qui serait la règle pour le sport de haut niveau. Il est pourtant très simple de démontrer que la corruption, le chantage et les extorsions de fonds sont des pratiques courantes dans le milieu du sport. Les sportifs sont incités à se doper, pour pouvoir monter sur les podiums. Il leur suffit ensuite de reverser une partie des gains obtenus, pour que le silence soit établi. Les fédérations sportives règlent aussi la note, lorsqu'elles sont confrontées à des possibilités d'exclusion. Les pays n'hésitent pas non plus à payer, pour obtenir la réalisation des épreuves sportives les plus valorisantes sur leur sol. La corruption est globalisée. À cause de telles pratiques, les sportifs ne doivent plus seulement être considérés comme des tricheurs mais aussi comme des victimes de pratiques totalement immorales. Mais, qu'est-ce que ces pratiques mafieuses ont à faire avec la morale? Un athlète de haut niveau est souvent fragilisé psychologiquement et donc très influençable. Aussi, ce qui peut paraître complètement incongru, c'est de retirer les victoires acquises, après une persuasion de dopage. Tous ces sportifs sont soumis au même régime. La collusion de complicité est parfaitement établie pour tout le système. Le mensonge, par omission, est la règle généralement admise ainsi que l'hypocrisie. Les enjeux politiques et financiers sont tellement considérables que la dérive vers le crime organisé deviendrait inéluctable. Bien évidemment, ces pratiques ont des conséquences sur la santé des athlètes. À titre d'exemple, les joueurs de football américains auraient une espérance de vie moyenne, qui serait actuellement limitée à 53 ans.
Où en est-on de la conscience sportive collective? Lanceurs d'alerte. Qui sont les lanceurs d'alerte? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'une personne consciente d'irrégularité, qu'elle aurait constatée, essaie de prévenir des services concernés. Mais, un lanceur d'alerte, convaincu de sa légitimité, sera rapidement confronté aux mesures drastiques du pouvoir qu'il cherche à faire démasquer. L'expérience, chez les lanceurs d'alerte, leur fait rapidement prendre conscience qu'ils s'attaquent à des systèmes intransigeants. Des mesures terrifiantes sont immédiatement mises en œuvre afin de neutraliser immédiatement et irrémédiablement les allégations de ces personnes. Pourtant, il est évident que dans une démocratie, le public ait le droit d'être informé. Les lanceurs d'alerte sont des personnes qui, informées des dysfonctionnements à l'égard des déontologies affichées, n'en supporteraient plus les conséquences. Ils sont convaincus que le fait de se taire les rendrait complices de ces choix délibérés de dysfonctionnement. Les lanceurs d'alerte se retrouvent en face d'une nécessité de devoir choisir entre leur conscience et leur carrière. Il s'agit évidemment, dans la majorité des cas, de personnes ayant des responsabilités les amenant à avoir la connaissance de faits très litigieux, à de très haut niveau. Comme la création de prisons secrètes, par exemple. Ces gens-là risquent leur liberté et quelquefois leur vie. Ils doivent aussi assumer les conséquences des répercussions sur leurs familles respectives. Ils sont, dans la plupart des cas, mis en accusation par une justice qui aurait dû être chargée de les défendre. Dévoiler des faits litigieux, exécutés par de hauts dignitaires d'un des plus grands pays dits démocratiques, ne peut pas rester sans conséquence, pour ces divulgateurs. La stratégie alors établie est celle du secret défense. Tous les moyens y sont donc utilisés pour pouvoir obtenir un silence total. Il suffit, pour permettre cela, d'obtenir un prétexte de sécurisation, à la suite d'un événement fortuit ou improvisé. Des techniques améliorées d'interrogatoire sont ensuite développées. Cet euphémisme désigne simplement tous les actes de torture. Devenir lanceur d'alerte ne peut pas résulter d'une ambition personnelle et encore moins d'un plan de carrière. Ces gens-là sont beaucoup trop dérangeants pour un pouvoir, de quelque nature qu'il soit. Tous les moyens sont ensuite mis en œuvre pour pouvoir les éradiquer. Pour ce faire, l'espionnage devient la règle. Tous les individus doivent être mis sous contrôle et de façon systématique. De très grosses structures du renseignement sont mises en service avec leur plein pouvoir, dans tous les domaines. Tout est organisé dans le secret absolu. Personne ne doit pouvoir divulguer quoi que ce soit. Mais il y a pire, les données personnelles des citoyens ne doivent pas faire l'objet d'aucune protection, sous aucun prétexte. Les services secrets militaires sont chargés de tout superviser et de tout contrôler de façon systématique. Une surveillance électronique, à très grande échelle, aurait été mise en place, toujours dans le plus grand secret. Dans ce contexte militaro-politique, un lanceur d'alerte devient rapidement un rebelle, un dissident et enfin un traître. Ces personnes tombent alors sous l'application d'une loi concernant les actes d'espionnage, pour divulgation d'informations secrètes. Ces personnes sont ainsi classifiées, ennemis de l'État. Cette application démontre, s'il en était besoin, d'une procédure d'intimidation envers toute autre personne qui serait, elle aussi, tentée de divulguer des informations dérangeantes pour le pouvoir. Pour pouvoir faire fonctionner des services secrets de cette ampleur, les agents qui y sont recrutés n'ont qu'une connaissance allégée de leur rôle. De fausses informations leur sont souvent divulguées afin qu'ils puissent pleinement adhérer à leur mission. Lorsque des personnes dangereuses ne peuvent pas être capturées dans le cadre des missions assignées, il suffit d'impliquer des lampistes pour justifier les mesures prises. Des mensonges d'État sont également circonstanciés. Le pouvoir viole systématiquement les lois existantes, avec tout le cynisme qui le caractérise. Les lanceurs d'alerte n'ont plus, pour seul recours, que celui de l'anonymat, mais à condition de ne pas être démasqués, car tous les moyens sont alors mis en œuvre, pour pouvoir identifier son origine. La procédure de laminage du paria devient ensuite très efficace.
Le chef d'inculpation s'intitule « Divulgation d'informations secrètes ». Il est assorti de « preuves non justifiables et non justifiées ». Les manœuvres consistent ensuite à détruire la personnalité des lanceurs d'alerte par tous les moyens imaginables. Ces pratiques n'ont rien à envier à celles de la mafia ni à celles des organisations terroristes. Leurs pratiques sont en tout point identiques. Quelle est leur conscience? Y en a-t-il encore une? Désobéissance. Des citoyens, très connus ou simplement anonymes, préoccupés par l'orientation de certains événements, font soudainement preuve d'une sorte d'insurrection individuelle. Des dispositions législatives permettent à ces personnes appelées des lanceurs d'alerte d'être protégées. Ces personnes n'entrent pas dans le cadre de la délinquance, mais au contraire dans celui des gens respectueux du cadre réglementaire devant être respecté. Les persécutions, y compris judiciaires de ces personnes, n'est donc pas réglementaire. Tout employé, qui dans une entreprise, serait licencié par des mesures de représailles, à la suite de divulgation d'éléments compromettants pour ses dirigeants, doit être considéré comme un modèle. Les agissements à son égard devraient être nuls et non avenus. Cette disposition réglementaire de protection du personnel s'applique au personnel privé et public. Par contre, les principaux responsables des décisions illégales disposent de toutes les compétences judiciaires mises à leur disposition, leur permettant de compromettre les lanceurs d'alerte, qui agissent pourtant de bonne foi, afin de pouvoir les attaquer. Il y aurait deux catégories de lanceurs d'alerte. Il y a celui qui cherche à modifier ce qu'il considère comme une anomalie et qui la révèle afin d'inciter une correction. Et puis, il y a le rebelle, qui cherche à renverser le fonctionnement d'un système qu'il juge comme préoccupant. Des courants utopiques peuvent s'avérer aussi dangereux que certains systèmes aux fonctionnements illégaux, comme le fonctionnement de certaines banques, par exemple. La protection des lanceurs d'alerte représente cependant un modèle social équivoque. Il apparaît évident que des choix stratégiques sont déterminés et les remettre en cause en permanence empêcherait un fonctionnement normal dans l'organisation de la société humaine. Il convient de pouvoir faire la distinction entre une personne préoccupée par une anomalie et un délateur. Mais comment peut-on faire le tri entre ces deux entités? Malgré tout, une conscience législative se serait instaurée pour permettre de pouvoir protéger les lanceurs d'alerte. Il conviendrait effectivement de devoir prémunir des personnes qui se targuent de chercher à protéger un intérêt général, dès lors qu'ils s'avéreraient à l'évidence menacés. Des tyrannies sont mises en évidence quotidiennement. Celle des systèmes financiers qui dilapident l'économie des particuliers, sous le prétexte de l'intérêt des entreprises. Celle d'une obsession sécuritaire qui met en place des modèles globalisés de surveillance des populations, sous le prétexte d'une lutte antiterroriste. Ces pratiques sont celles du totalitarisme étatique, où le citoyen est inséré dans un ensemble globalisé où ses droits et ses devoirs se retrouvent complètement annihilés. Les lanceurs d'alerte représenteraient tout simplement des valeurs démocratiques ostensiblement affichées qui n'auraient rien à voir avec une tentative d'atteinte envers l'intérêt public. Cependant, la bonne foi n'est pas toujours facile à démontrer. Elle ne peut être mise en évidence que par la démonstration d'un désintéressement personnel total et démuni de stratégies cyniques ou opportunistes. Il convient évidemment de pouvoir déterminer une parfaite corrélation entre l'information sur le motif de l'alerte, définissant la menace grave envers l'intérêt général. Il est pourtant évident qu'il peut y avoir un modèle de restriction sur la vérité, pour ce qui concerne les décisions étatiques stratégiques importantes, pendant un certain temps. Cela ne doit pas non plus être la règle et surtout pas une permanence. Il devient indispensable de créer une autorité, totalement indépendante, capable d'assurer une immunité totale à l'encontre d'un lanceur d'alerte qui serait considéré comme contrevenant et qui pourrait être poursuivi pour une violation du secret défense. Il en va ainsi pour la sécurité démocratique des populations. D'énormes quantités de secret défense devraient pouvoir être levées lorsqu'il y a, à l'évidence, de graves menaces à des atteintes envers des droits publics et par voie de conséquence à des atteintes à la démocratie. Il serait possible d'envisager un modèle de confidentialité, à l'égard d'une alerte, pendant le temps nécessaire à la résolution d'une occurrence.
Il serait sans doute intéressant d'y incorporer le secret des sources, des journalistes d'investigation qui s'abritent derrière ce système de confidentialité. Cela pouvant servir à éviter une complicité de recel. L'immunité totale établie, dans les pays démocratiques, à l'égard de ces journalistes va aussi dans le sens de la préservation des droits des lanceurs d'alerte. La crédibilité à l'égard des dirigeants s'est complètement effondrée, et pour cause, puisque de représentatifs, désignés pour sauvegarder l'intérêt général, ils deviennent bien trop souvent les garants de la seule sauvegarde de leurs intérêts particuliers. Il n'y aurait plus que 6% des populations à respecter la légitimité des élus. D'où un regain de valeur pour une démocratie participative à l'encontre d'une démocratie basée sur la représentation. Le droit de vote des citoyens ne permet, la plupart du temps, que de ne pouvoir choisir qu'entre la peste et le choléra. Une démocratie directe consentie par les moyens permettant de communiquer immédiatement serait même souhaitée par de nombreuses personnes. Il apparaît pourtant essentiel qu'il existe une hiérarchie permettant des prises de décision. Dans le cas contraire, cela devient ingouvernable et c'est le règne de la mascarade. La désobéissance citoyenne n'a rien à voir avec la révélation d'informations. La crise de la représentativité des responsables élus, dont la loyauté est remise en cause et même délégitimée, a pour conséquence une prise de conscience des citoyens. La société civile se voit tout à coup investie de responsabilités qu'elle n'avait pas d'abord évaluées. Le mouvement citoyen peut être porteur d'expériences et de crédibilité supérieure à celle des responsables, jusque-là désignés. La société civile doit être en mesure de pouvoir se responsabiliser. Elle a aussi la nécessité de devenir exemplaire dans ses modalités de contestation. Les lanceurs d'alerte se sont imposés pour mission et c'est devenu une obligation pour eux, de devoir défendre l'intérêt public en général. La démocratie ne peut pas exister sans qu'elle ait un maximum de transparence. Lorsqu'elle prend le prétexte de devoir s'abriter derrière le secret défense, elle ne peut que tomber dans un réflexe de suspicion à son égard. Où se situe la conscience dans la désobéissance civile? La matrice. Une matrice, ou autrement dit, un champ magnétique généré par les réactions affectives de chaque entité vivante pourrait avoir une influence sur le comportement magnétique de la Terre. Il apparaîtrait réaliste de considérer qu'une volonté d'action concertée d'une population pourrait impacter directement le champ magnétique qui dirige la vie sur la planète. Le champ magnétique pourrait en retour avoir une très grande influence sur des impacts immunitaires des espèces, mais pas seulement. Il pourrait aussi influencer des périodes de troubles favorables ou défavorables aux espèces. Évidemment, aucune personne ne peut avoir conscience du lien qu'elle pourrait concrétiser avec la planète par ses pensées ou par ses actions. Et pourtant il apparaîtrait qu'il s'agit bien d'une influence réciproque nous concernant. Il apparaîtrait alors essentiel de créer des interactions les plus harmonieuses possibles avec notre environnement immédiat. L'harmonie pourrait être considérée comme un langage entre l'individu ou une collectivité d'individus. Les émotions personnelles, dans les traditions ancestrales, étaient considérées comme pouvant se refléter dans la spiritualité cosmique. La qualité des émotions est-elle mesurable? Or, il s'avérerait que nos émotions affecteraient directement notre état psychique, physiologique, psychologique et même physique de chacun d'entre nous. Le cœur apparaît comme étant l'élément corporel le plus puissant générateur électrique et magnétique. Le cerveau possède également un champ électrique et un champ magnétique. Cependant, ils apparaissent bien plus faibles que ceux du cœur, d'un rapport d'un centième pour le champ électrique et d'un 5/1000 pour le champ magnétique. Or, notre monde physique est composé de ces deux champs énergétiques et il suffirait de modifier un de ces deux champs d'un atome pour changer sa valeur. En fait, les émotions de notre cerveau ou de notre cœur suffisent à modifier les champs électriques et magnétiques de notre corps, mais aussi ceux de tout ce qui nous entoure. Un champ énergétique serait à l'origine de toutes les réalités physiques qui nous entourent. Ainsi, lorsque nous engendrons des sentiments, ceux-ci modifient les champs électriques et magnétiques de notre cœur. Les modifications réalisées dans le monde quantique se répercuteraient dans notre monde physique.
De cette façon, il s'avérerait que nos émotions, nos sentiments et nos expérimentations qui interfèrent sur nos champs électromagnétiques de notre niveau quantique créeraient des schémas se répercutant aussi dans notre niveau physique. Cela pourrait signifier que ce que nous projetons comme devant se réaliser soit indispensable afin que cela puisse se réaliser. Il existe une interdépendance entre la conscience humaine et son environnement. L'espace lui-même représenterait un niveau de pensées et de conscience. Il existerait un champ dans l'espace. Notre existence physique serait la matérialisation de ce champ spatio-temporel. Cela concernerait la probabilité des possibilités quantiques à la réalité de notre univers. Comment utiliser le langage de l'émotion humaine pour pouvoir communiquer avec le champ de la matrice universelle? Les sentiments ressentis représentent un langage transmissible. Un sentiment produit aurait une conséquence sur l'organisation quantique moléculaire. Chacun serait en mesure de participer à la grande organisation de la vie. Chacun aurait l'opportunité de modifier ses propres conditions de vie ainsi que l'organisation générale de la vie. La participation et l'influence seraient collégiales. L'observation de l'univers physique représente la conséquence de sa réalité. Chaque élément du vivant représente d'infimes particules d'un univers qui se réalise d'une manière participative de chacune de ces particules. Il s'agit d'une participation à son élaboration. La recherche du savoir oblige à découvrir sans finalité. L'obligation de vouloir comprendre oblige à rechercher indéfiniment, sans espoir de pouvoir atteindre l'ultime réponse. L'état de conscience correspond au résultat des recherches. C'est la conscience qui créerait l'univers physique. Le sentiment et la conscience pourraient être à l'origine de la création. Quelles sont alors les conséquences de nos pensées sur notre planète? Le pouvoir de changer nos pensées aurait pour conséquence des changements de croyances. La vie serait alors liée aux diverses formes de croyances. Quelles sont donc les origines des croyances? Les croyances proviennent des diverses informations transmises par les diverses cultures liées aux populations. Quelles seraient donc les conséquences des croyances erronées transmises de génération à génération? Le pouvoir des cultures serait la conséquence du pouvoir de la conscience. Le pouvoir des croyances est alors très lourd de conséquences sur l'avenir de l'espèce humaine et par voie de conséquence sur toutes les espèces. Nous sommes tous constitués de particules atomiques. Nos particules sont interconnectées entre elles. Ce sont des particules quantiques capables de communiquer entre elles, dans le passé et dans le futur. En effet, les particules auraient la particularité de pouvoir changer leur passé pour leur permettre de se transposer dans le futur. Puisque chaque espèce est constituée par des particules quantiques, l'aspect particulier de transformation des particules du passé vers le futur devrait permettre aux espèces de pouvoir procéder des mêmes transformations. Le pouvoir des particules nous oblige à devoir prendre conscience de nos propres pouvoirs. Or, ce serait la force de la conscience qui permettrait aux particules quantiques d'établir la consistance de l'organisation des organismes physiques. La matière constituant notre univers physique n'existerait pas sous la forme attribuée par nos sens. Les recherches au niveau de l'atome confirmeraient que la matière n'existerait pas sous la forme que nous lui attribuons. La réelle existence de la matière ne se révélerait qu'à partir d'une force, celle d'une force maintenant les ensembles par l'action de la conscience. Il s'agirait d'un champ d'énergie permettant la cohérence des ensembles. La croyance serait un code utilisant les champs énergétiques, que seraient les champs des possibilités, pour les transformer en une réalité apparente de cet univers physique. La croyance serait donc un code permettant la transformation des possibilités en réalité. Dans le champ des probabilités, toutes les possibilités existeraient dans l'avenir des possibles. L'accès à toutes les possibilités s'établirait ainsi à partir de la conscience de chaque élément du vivant. Ce serait alors à partir de l'accès au sentiment que l'avenir se réaliserait. Une croyance résulterait de la combinaison d'une pensée et d'une émotion. La pensée se produirait à un certain niveau de la conscience. L'émotion se produirait à un autre niveau, créatif, de cette conscience. La conjugaison des deux éléments permettrait la réalisation d'une pensée en sentiment.
La nature d'un sentiment serait donc la conséquence d'une combinaison entre l'émotion et la pensée. La nature d'un sentiment serait aussi la combinaison de divers éléments. La croyance serait ce qui transforme des possibilités de physique atomique en champs d'ondes. Pendant longtemps, il a été enseigné que la molécule atomique était comparable à un système planétaire. Maintenant, il serait plutôt comparé à une énergie. L'atome ne serait plus assimilable à une particule physique, mais à des ondes énergétiques. Pour changer la valeur d'un atome, il suffit d'en changer son énergie. Pour changer la matière physique de l'univers, il conviendra de changer l'énergie dans laquelle cette matière est organisée. C'est le champ atomique qui définit le comportement de la masse atomique. Or, le champ est composé d'énergie électrique et d'énergie magnétique. C'est la réalisation de ce champ qui détermine la liaison de l'ensemble. Si l'on change la valeur du champ électrique, le comportement de l'atome s'en trouve affecté. L'effet Stark est la modification d'un état électronique par l'action d'un champ électrique, ayant pour conséquence une modification atomique. Un changement du champ magnétique modifie également la valeur atomique. Un changement de champ électrique ou magnétique permet de modifier les valeurs atomiques. L'univers physique serait constitué d'énergies électriques et magnétiques, et donc d'atomes. Il s'avère que le cœur est l'organe d'un corps qui développe le plus d'énergie électrique et magnétique. Le cœur est considéré comme le secteur corporel créateur des sentiments. Les sentiments créeraient des ondes électriques et magnétiques à partir du cœur. Rappelons que les champs électriques du cœur sont 100 fois plus puissants que ceux du cerveau et ces champs magnétiques le sont 5000 fois plus. Il suffit d'extrapoler son influence sur le réseau atomique qui l'entoure pour comprendre que le cœur serait en mesure de changer les valeurs atomiques de chaque personne et par voie de conséquence celles de l'univers aussi. Les croyances créent des ondes électriques et changent les valeurs des ondes magnétiques. Les croyances créeraient de cette manière les réalités terrestres et l'univers physique en changeant les valeurs de la matière. L'oscillation d'une onde et son mouvement d'aller-retour est contraire à une onde stationnaire. Les possibilités quantiques de la vie seraient liées à ces ondes oscillantes. L'onde stationnaire correspondrait à une réalité du vécu. Les possibilités quantiques sont liées au phénomène de l'intrication des particules. Les atomes sont constitués d'ondes stationnaires. Les possibilités quantiques sont des ondes oscillantes. Les croyances émergentes de notre cœur seraient constituées par des ondes stationnaires. Les croyances détermineraient donc les réalités présentes. Une particule physique telle qu'un photon peut se mouvoir en qualité de matière, mais aussi en qualité d'une onde énergétique. Son comportement est simplement lié à la connaissance d'un expérimentateur. La conscience de cet expérimentateur se sera avérée capable d'influencer le physique. En fait, ce qui est considéré comme un observateur est en réalité un participant. En conclusion, tout participant dans l'univers physique aurait ainsi la capacité d'influencer son environnement physique. Il s'avérerait également que plus un participant s'intéressait au comportement d'une onde et plus son influence deviendrait importante. La réalité serait considérée comme tributaire de l'attention qui lui sera apportée. Alors, sur quelle portion de notre vie devons-nous porter notre attention, pour pouvoir en modifier sa réalité? Nous serions tout simplement les initiateurs de notre réalité, à partir de nos croyances. La particularité de l'intrication des particules réside dans leurs interconnexions. Ce serait l'énergie qui maintiendrait cette singularité des interconnexions. Alors est-ce que la matière qui compose chaque entité physique a une influence sur l'univers physique? Il s'avère effectivement qu'un ADN serait capable de modifier l'organisation préliminaire de photons subitement mis en son contact. La matière physique, de quelle entité physique que ce soit, serait capable d'influencer le comportement de l'organisation intrinsèque de l'univers physique. Mais ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est que lorsque l'ADN est retiré d'une mise en contact avec des photons, ceux-ci conserveraient l'organisation préliminaire qu'ils avaient initialement adoptée en présence de cet ADN. Il s'agirait du phénomène dit de l'ADN fantôme. Autrement dit, tout influence tout, dans l'univers physique. Un champ d'énergie peut être mesuré autour de chaque espèce animale ou végétale.
Pour les êtres humains, ce champ est observable à une distance située entre 2,50 m à 3 mètres de diamètre. C'est en tout cas la distance évaluée actuellement par les moyens techniques utilisés. Or, il s'avérerait que le champ évalué d'un cœur humain pourrait avoir une étendue de plusieurs kilomètres. Il semblerait que la double hélice de l'ADN pourrait se dilater et se contracter en influençant le taux de DHA, dihydroépiandrostérone. Les sentiments qui se traduiraient par une modification du champ du cœur sembleraient également affecter et influencer le taux de DHEA de notre ADN. Les émotions seraient donc ressenties par l'ADN de chacune de nos cellules. Les émotions seraient ainsi susceptibles d'affecter l'organisation de la matière. Le champ des ondes électromagnétiques émises par notre corps et notre cœur serait donc susceptible de changer notre environnement physique. Les champs d'ondes émis pourraient donc modifier l'organisation globale de l'espace universel. Il y aurait bien une interconnexion entre les espèces et leur environnement. Il s'agirait d'une interaction entre des champs individuels et un champ global. Une interaction entre des consciences individuelles et une conscience globale. Alors qu'il avait été considéré que l'espace était du vide, il s'avérerait que le vide de l'espace est quasiment empli d'un certain volume énergétique. Il y aurait aussi des zones énergétiques servant à connecter l'ensemble du cosmos. L'espace semblerait se comporter à la façon des connexions neuronales d'un cerveau. Les émissions d'énergie transmises par les espèces seraient-elles transmises par l'intermédiaire de ces connexions du cosmos? Il serait alors possible d'envisager que l'énergie cosmique représenterait une matrice intemporelle de tout ce qui est en relation avec la réalisation de l'univers physique. L'intrication de l'univers physique correspondrait elle aussi à l'intrication de l'univers quantique. Dans un hologramme, chaque fragment, aussi infime soit-il du modèle, contient le modèle dans sa totalité. Cela devrait signifier que chaque unité d'une espèce considérée, dans notre univers physique, représenterait à lui seul l'ensemble de l'univers physique. Un hologramme original étant découpé en une infinité de fragments, chaque unité de fragment représentera l'hologramme originel. Selon ce principe, si l'on découpe l'univers physique en portions de plus en plus fines, chaque morceau représentera la totalité de cet univers. Il devient donc alors possible de considérer que tout élément, aussi petit soit-il, tel qu'un virus, représentera une unité d'espèce, correspondant à l'univers physique à l'intérieur duquel il se trouve. Or, aussi surprenant que cela puisse paraître, un changement apporté à un seul des éléments holographiques, et celui-ci sera immédiatement répercuté à tous les autres éléments de la fragmentation holographique. En conséquence, il suffirait de modifier les valeurs d'un élément d'une espèce considérée et fragmentée de l'univers physique pour changer tout l'ensemble des valeurs de l'univers physique. D'après cette démonstration holographique, chaque unité de l'espèce humaine serait en mesure de modifier les valeurs de l'univers physique. Nous serions évidemment des modèles de l'univers physique. Il suffirait donc de modifier les valeurs émises par notre cœur pour qu'elles puissent se réaliser. Or, ce qui est plus surprenant, c'est qu'un événement pensé pour qu'il se produise se produirait avant la modification initialement pensée. Comment l'information se véhicule-t-elle dans l'espace? L'information initiale semblerait ne pas avoir à voyager pour se transmettre. L'information serait une partie inhérente à l'espace modifié. Chaque pièce d'un hologramme demeure connectée à toutes les autres pièces et inversement. Chaque sentiment ferait donc partie intégrante de l'ensemble auquel il appartient au sein même de l'univers physique, qui lui-même est la répercussion de l'univers quantique. Il suffirait de quelques volontés concertées dans l'ensemble de l'espèce humaine pour pouvoir modifier les valeurs intrinsèques de l'espèce humaine. Chaque élément de l'univers physique est une représentation holographique. Chaque unité de chaque espèce représenterait le reflet de cet univers holographique. Dans un hologramme, il n'y a pas de notion de distance ni de temps. Tout est situé dans chacun des éléments de l'hologramme. Chaque décision élaborée dans une vie est capable de déclencher un processus dans la partie interne de chacun. Or, ce processus interagit aussi avec l'ensemble de la matrice. Des expérimentations individuelles peuvent démontrer que des sentiments et des émotions provenant du cœur peuvent provoquer un changement dans l'ADN de l'expérimentateur.
Les changements dans l'ADN seraient alors répercutés au niveau quantique de l'univers. Une émotion cohérente partagée serait susceptible de transformer des éléments décisionnels de participations universelles. S'il nous était possible de connaître le langage de la matrice, nous pourrions en modifier son contenu. Cette conception de notre univers nous permettrait de pouvoir participer volontairement aux élaborations de son champ de conscience, de pouvoir ainsi participer au projet de la conscience globale. Il apparaîtrait possible d'établir des changements à des processus électroniques par la seule volonté de la conscience. Autrement dit, il serait apparu que des dispositifs électroniques se seraient avérés en capacité de comprendre des changements dans la conscience des humains. Mais les faits ont été plus surprenants de constater que des enregistrements électroniques étaient survenus avant même qu'un événement se soit produit et que ces faits aient pu modifier l'état de la conscience globale des habitants de la planète. Un champ de conscience global enregistrerait par avance la réalisation d'un événement particulier, mais de grande ampleur sur la planète. Cela signifie-t-il qu'il serait possible de prévoir des événements importants à l'avance? Un champ holographique, intriqué, s'apparentant à des circuits neuroniques, pourrait s'identifier à un filet énergétique. Nous serions ainsi connectés à une structure d'énergie réagissant à notre conscience et faisant aussi réagir notre conscience. Les informations que nous recueillons, à partir des expériences ou des expérimentations dans chaque vie, ne seraient pas stockables dans le cerveau, mais dans le champ d'une conscience globale. Ce stockage globalisé des informations serait-il accessible à la conscience individuelle de chaque unité de chaque espèce? Est-il possible, à partir d'un sentiment, d'accéder à la connaissance globale de l'univers physique, de la matrice? Le fait de se poser la question de savoir si telle information est déjà existante pourrait peut-être déclencher le processus de recherche. Un sentiment de recherche, concernant une information particulière, pourrait être utile au développement du bon schéma autorisant l'accès à l'information à rechercher, au niveau du champ holographique de la conscience globale de la matrice. Un état de conscience, altéré, permettant d'accéder à des niveaux de connaissance particuliers. L'information étant holographique, il suffirait de pouvoir obtenir l'accès à l'holographie quantique de la conscience globale. Il pourrait y avoir un pouvoir du sentiment, de l'intuition ou de l'émotion. La pensée et le sentiment y seraient différenciables. Cependant que la pensée et l'émotion peuvent fusionner pour créer une influence. Pour comprendre l'organisation de l'univers physique, il importerait de le penser en termes d'énergie, de fréquence, de vibration et d'information, selon Nikola Tesla. Le niveau de conscience, au cours des expériences de la vie, est particulièrement réduit, par rapport à des expériences vécues en état de mort provisoire ou imminente. La conscience, détachée du corps permettrait, au contraire, de remettre en question le modèle de notre réalité. Le cerveau pourrait n'être qu'un filtre très réducteur d'informations. Il ne s'agirait que d'une très petite fraction des informations pouvant être mises à disposition. Il y aurait une conscience analytique réservée à la matière dite physique, pendant qu'une conscience extraneuronale intuitive serait, elle, liée à des perceptions extrasensorielles. Il y aurait des états d'expansion de la conscience et des états modifiés de conscience, à partir d'une possibilité de ne plus avoir à passer par les sens normaux de détection. Les rêves représentent un tout autre état. Le rêve aurait la faculté de se déployer, autour du dormeur, à la façon d'un hologramme. Des personnages, connus généralement, auraient la faculté de pénétrer dans le rêve d'un dormeur. Le propre de n'importe quelle vérité essentielle est que son contraire contient aussi une vérité essentielle, selon Niels Bohr. Une évolution de la conscience implique de tout prendre en considération. Un état modifié de conscience permet de se confronter à une réalité inattendue. Il permet notamment de savoir mieux gérer la nécessité d'humilité envers soi-même et surtout envers tout l'entourage et l'environnement. La vie n'est pas qu'une enveloppe physique constituée d'une conscience. La vie c'est d'abord une conscience qui s'est transposée dans une enveloppe physique pour pouvoir y réaliser des compétences, des expérimentations. Elle est là pour acquérir des connaissances et un savoir.
L'interaction entre les deux aspects de la personnalité consisterait en une dualité nécessaire entre la conscience et l'esprit. Le physique servant l'esprit, l'expérience servant la conscience. Une anatomie spirituelle de l'enveloppe charnelle permet de mieux comprendre les actions réciproques de chaque élément corporel rattaché à chaque niveau énergétique lié à la conscience. Les déficiences de connaissance des zones énergétiques d'un corps qui n'utilise qu'un faible pourcentage de ses facultés empêchent de comprendre le fonctionnement des modèles émotionnels en activité. L'incursion dans l'univers physique permettrait de réaliser les expériences dont la conscience aurait besoin. Elle permettrait la compréhension détaillée de ce que représente la réalité de la conscience. Le but des métempsychoses répétitives serait une nécessaire évolution de la conscience, d'abord individuelle puis collective et enfin globale. La conscience globalisatrice permettrait aux consciences collectives et individuelles de se régénérer. Tous les possibles seraient réunis dans une information globale, selon la physique quantique, et il appartiendrait à chacun de venir y puiser ce qu'il aurait besoin. Des conditionnements permettraient de suivre le champ des possibles à partir de ce qui serait nécessaire et peut-être indispensable, sans doute défini par avance. Les états de conscience particuliers permettraient à ceux qui en ont disposé de pouvoir différencier l'essentiel du superflu. Les notions matérialistes volontairement inculquées par les oligarques dirigeants qui veulent continuer à faire croire qu'au-delà de la mort tout s'arrête ne devraient pas perdurer. Tout est conscience dans l'univers physique et la répétition des passages servirait à permettre de récupérer l'information indispensable à l'expansion des consciences. Le matérialisme n'est rien d'autre qu'un outil de propagande. Toute la collection. Les populations esclaves est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livres brochés. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence vidéophonique sur YouTube.